Le premier événement important qui précède la naissance du réalisme est la Révolution ratée de 1848. Le 22 février 1848, les banquets sont interdits par le gouvernement. Les banquets sont des lieux où l'on célèbre la République, le suffrage universel, etc. Cette réforme déclenche un soulèvement du peuple parisien. Le roi Louis-Philippe est contraint d'abdiquer le 24 février. Alphonse de Lamartine proclame la Deuxième République et annonce la mise en place d'un gouvernement provisoire, qui a pour but de gérer l'État français jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale. Nous sommes en train de constituer un gouvernement provisoire à l'hôtel de ville et nous allons proclamer la République. Le plan du gouvernement est ambitieux et il plaît au peuple. Il promet notamment l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage. Celles-ci seront mises en place le 26 février et le 27 avril 1848. Le gouvernement promet aussi le suffrage universel masculin, le droit au travail avec la création d'ateliers nationaux destinés à faire travailler les chômeurs, et enfin l'école gratuite et la liberté de presse qui ne seront pas mises en place. Mais tous ces espoirs sont coupés court par le coup d'État de Napoléon III, qui fait de la France un empire dont il est l'empereur. Il met en place un régime autoritaire centré sur le progrès économique et la modernité. La bourgeoisie domine dans cette société basée sur l'argent. Cette période est donc caractérisée par l'abandon des idéaux dits romantiques et un climat de déception générale. Ce coup d'État a donc une forte influence sur l'économie. Un peu comme chez les voisins de la France, on observe une forte avancée technologique. En témoigne le développement des chemins de fer et du prolétariat. Oh, mon mignon, va. Il y a des fabriques par ici? C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Auton et à la verrerie Garbois. La grève menace. Ils parlent de réduire les salaires. Je sais, j'en viens. Chez nous, ça va. Ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. En parallèle, on observe la montée en puissance du capitalisme, marquée par la réouverture de la bourse de Paris. Ce progrès renforce néanmoins les inégalités entre les classes sociales. Les conditions de travail des ouvriers sont pénibles et les salaires sont faibles. Des tensions montent au sein de la classe ouvrière. Celle-ci commencera à se révolter à partir de 1850. Le réalisme naît donc dans une situation politique tendue. Les auteurs suivent de très près les révoltes ouvrières. Ils abandonnent petit à petit les idéaux romantiques et républicains à la suite de la prise de pouvoir de Napoléon III. Le gouvernement de ce dernier est autoritaire et laisse que peu de liberté. Citoyens représentants, je vous informe que votre sécurité n'est plus garantie à l'intérieur de cette enceinte. Et je vous ordonne de quitter ce lieu sous la protection de l'armée. Grenadiers, en avant! Tout le monde, dehors! Le développement des sciences et de la littérature contribue aussi au changement. On s'éloigne des histoires enjolivées et de la religion pour s'adonner au réel. Le terme réalisme, avant de désigner le mouvement littéraire, est employé pour décrire les œuvres de Gustave Courbet. Le mouvement est d'abord soumis à toute une série de critiques à son égard. Les œuvres sont trop sombres, trop brutales, voire laides. Le mouvement se développe tout de même grâce à des artistes comme Champfleury, Balzac ou Flaubert. Le premier texte à véritablement traiter du réalisme est le recueil Le réalisme de Champfleury, dans lequel il donne sa vision. Un exemple est « Le vrai talent consiste à trouver la beauté là où personne ne l'a vue auparavant ». Guy de Maupassant est un écrivain renommé du XIXe siècle. Son style se reflétait surtout par des descriptions très précises, comme la plupart des auteurs réalistes, mais aussi par l'étude des comportements humains qui apparaissent souvent dans ses histoires avec des personnages très cruels.
Courbet est un peintre renommé d'une part car il est considéré comme fondateur du réalisme, et d'autre part car ses tableaux représentent parfaitement la réalité. Il utilise beaucoup de couleurs sombres et prête particulièrement attention aux détails. Il est aussi le premier à peindre des nus qui représentent les vraies dimensions d'un corps humain, contrairement au classicisme. Stendhal est renommé pour ses analyses psychologiques des personnages. Il travaille plus particulièrement sur les émotions. Donc, dans ses œuvres, il utilise plus souvent la focalisation interne. On trouve aussi un langage très bien structuré et un vocabulaire militaire qui découle de son passé dans l'armée. Flaubert est aussi considéré comme l'un des psychologues du réalisme, car on trouve dans ses romans des personnages ayant des conflits intérieurs et des problèmes existentiels. Son style est caractérisé aussi par des phrases longues avec une ponctuation minutieuse, créant un rythme caractéristique à ses œuvres. Balzac est célèbre en partie grâce à son œuvre nommée La Comédie humaine, qui contient plus de 90 romans et nouvelles. La Comédie humaine décrit la société française de l'époque. L'œuvre contient des personnages issus de chaque classe sociale pour que Balzac puisse développer les thèmes principaux du réalisme, tels que l'argent, l'amour, le pouvoir, la religion et d'autres. Tout d'abord, pour mettre en contexte, Duroy a gravi les échelons sociaux et a épousé Madeleine Forestier. Un peu plus tard, Madeleine veut voir les parents de Duroy, donc ils partent et vont les rencontrer. C'est à ce moment que débute notre passage. Le début du passage montre une description dure et réaliste des parents de Duroy, qui sont décrits comme deux paysans et deux pauvres êtres. Plusieurs thèmes caractéristiques sont représentés, comme celui de l'argent avec les mots voiture et pauvre, et en brun avec les mots cette belle dame en robe claire. Les dialogues sont aussi très représentatifs du réalisme, car l'auteur montre le patois français, la langue des paysans. La casquette du père de Duroy fait partie des éléments que l'auteur met en évidence. Elle est mise en évidence car c'est une des habitudes de l'époque, comme le texte le dit, à la mode de Rouen. Le regard des parents de Duroy montre que la relation entre les gens de différentes classes sociales n'est pas prônée. Et ici, c'est le thème de l'amour qui est représenté avec les mots embrasse, baiser et jalouse. On voit que la mère de Duroy est déçue, car ce n'est pas la belle-fille qu'elle espérait. Et elle est aussi dans l'incompréhension, car Madeleine est décrite comme une traînée avec des mots très durs. On voit de nouveau que la relation entre les personnages de classes sociales différentes est difficile. Mais les mots utilisés appartiennent tout de même au thème de l'amour. Et pour finir, dans les dernières lignes, nous voyons que Duroy est obsédé par l'argent et les affaires. Nous le comprenons grâce aux mots affaires, aisé et 40 000 francs. La caractéristique principale du réalisme est évidemment la représentation fidèle du réel. Les auteurs utilisent le roman comme support pour pouvoir faire des descriptions plus longues et complètes, mais aussi car l'éditorialisme et l'économie en général sont dans une forte période de développement. Le roman remplace petit à petit le roman et feuilleton. La recherche et l'observation sont des phases importantes pour le romancier, qui doit donner une image précise d'un cadre, d'une époque. L'auteur s'inspire des faits du moment et n'hésite pas à mettre en scène des personnages et des lieux de l'époque. Les romans réalistes sont écrits en narration externe, avec un point de vue omniscient pour avoir une vision plus complète de la situation et procéder à de multiples descriptions. Les thèmes favoris des auteurs réalistes sont les relations entre les individus d'une classe sociale, d'une époque, d'une société, mais aussi l'argent et l'amour. L'ascension sociale est aussi un thème récurrent du réalisme. Le romancier s'inspire de faits de l'époque, parfois horribles, et en fait une œuvre artistique. Il dépeint une société, une époque dans son entièreté et sans négliger les détails. Déjà, dès la première scène, nous pouvons extraire des éléments relatifs au réalisme. On peut tout de suite voir que le réalisateur a bien représenté le réalisme, car en regardant les murs, nous voyons qu'ils ne sont pas peints. La lumière dans la chambre est sombre, et Duroy porte une caisse sous son bras.
Si nous avançons un peu, nous pouvons voir que les décorations de l'époque étaient faites avec beaucoup de bibelots. Au moment où Clotilde rentre, nous pouvons apercevoir des habits de l'époque, qui se caractérisent par une chemise large et un gilet et une cravate pour les hommes et une grande robe pour les femmes. Toute l'œuvre de Gustave Courbet est plongée dans une ambiance très sombre. De plus, le blanc du clergé donne un contraste entre les deux types de personnages, les membres de l'Église et le reste. Tous les personnages sont représentés taille réelle sur la toile, ce qui accentue l'idée de réalisme. La taille de la peinture peut aussi être vue autrement, car on peut se dire que c'est gigantesque pour représenter un événement banal, l'enterrement d'une personne du peuple. Après, dans la partie haute de la toile, on peut voir qu'il pleut, qu'il fait très sombre et qu'il y a un crucifix. On peut relier ça avec la crucifixion de Jésus-Christ, où il est dit dans l'évangile selon saint Marc, « L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc on peut dire que l'œuvre symbolise l'absence de Dieu sur terre. De plus, Courbet est connu pour son athéisme et pour son combat contre la religion. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam.